Bonjour, bienvenue sur Cyclo GP pour une nouvelle vidéo. Donc, ce week-end s'est déroulé le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, mais durant longtemps, il y a eu une seconde piste, une alternance entre deux pistes, Brands Hatch dans l'arbre de Londres et Silverstone dans le centre du pays, voire Donington pour le Grand Prix d'Europe. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le circuit de Brands Hatch et notamment sur sa dernière édition en 1986. Alors, je ne m'attarderai pas trop sur la course, c'est une course qui est une course dans la moyenne, c'est-à-dire une course moyenne, avec une grosse domination de Nigel Cœur de Lion, qui va, dès le 3e, 4e tour, prendre la tête par rapport à Gerhard Berger, qui va humilier son meilleur adversaire et meilleur ami Nelson Piquet, qui a encore fait parler avec ses conneries ces derniers jours. Ayrton Senna se comportera pas trop mal, mais devra abandonner, par exemple. Là, Alain Prost signera une place cruciale en fin de saison, en terminant 3e. René Arnoux vengera son copain Jacques Lafitte en terminant 4e. On aura une belle bataille entre la 2e Lotus et les Brabham pour le dernier point. Voilà, pour résumer cette course. Mais, ici, on va revenir sur l'histoire du circuit dans un premier temps. Et puis ensuite, on va revenir sur cette édition 86 et notamment sur le fait de cette course, cette année 86. Outre Nigel Mansell qui se prend une bûche sur le podium en s'entendant la main avec une coupe. Non, on en parlera peut-être à la fin. Et le drapeau, non, ça c'était l'année précédente, le drapeau d'Amérique a baissé un truc trop tôt, qui sauve Jacques, justement. Non, là on va parler de Jacques Lafitte, l'excellent Jacques Lafitte, qui en fait ne pesa pas du tout de manière favorable encore dans cette bataille qu'il y avait entre Silverstone et Brands Hatch pour accueillir le second Grand Prix, un Grand Prix d'Angleterre. Et éventuellement, donc à Brands Hatch, de pouvoir avoir une consolation avec un Grand Prix d'Europe. L'année 1986 donc marque la dernière fois où la Formule 1 sera à Brands Hatch, puisque à partir de 1987, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Marie Balestre, qui n'aime pas Brands Hatch, impose des contrats à long terme sur une idée de Bernie Ecclestone, mais Bernie Ecclestone, lui, il serait plutôt d'accord pour rester à Brands Hatch, puisque c'est un circuit qu'il apprécie, où il a couru quand il était jeune ici. Voilà. Donc, 4 circuits sont en concurrence, ici pour le Grand Prix, dont 2 principaux. Les 2 principaux circuits de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Dans un premier temps, nous avons 4 candidats. Nous avons Donington, piste historique, également. Birmingham, avec un circuit en ville qui sera utilisé par la Formule 3000. Eux ne seront pas retenus parce qu'ils ne donnent pas satisfaction, ils sont loin d'être aux normes. Donington aura quand même l'autre consolation qu'un Grand Prix d'Europe quelques années plus tard. Mais ici, donc, nous avons une concurrence féroce entre Brands Hatch et Silverstone. Finalement, Silverstone emportera l'eau parce que Brands Hatch, effectivement, est un circuit un peu plus route que Silverstone et qui plaît moins aux politiques Jean-Marie Balestre et plus à Bernie Ecclestone, qui finalement, avec la FOCA, finit par ce week-end-là accepter sa défaite. Voilà. Donc, Brands Hatch, c'est un circuit qui est même plus âgé que Silverstone. Brands Hatch, c'est un circuit qui a été créé en 1926 par le Ron Silver et le Gravelwood Cycling Team. Donc, à l'origine, c'est un circuit de vélo. Donc, c'est un circuit de 6, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, les sports mécaniques sur la voie publique ont été très longtemps interdits, y compris le cyclisme, puisque le cyclisme, par exemple, en Angleterre, a été interdit pendant près de 50 ans, entre les années 20 et les années 60. Donc c'est pour ça que les coureurs anglais, notamment, vous les voyez sur le Tour de France, sont très bons contre la montre, parce qu'en fait, ils disputaient contre la montre. Et donc ce circuit de Brands Hatch, c'est un circuit de chrono à l'origine, il faisait 6 km 4 à l'origine, où ils se retrouvaient la nuit pour aller rouler. Donc Brands Hatch va peu à peu prendre son envol, passer d'un petit circuit entre copains à un vrai circuit pour les gens de Londres qui veulent se faire plaisir. Donc dès 1932, on structure le circuit en y mettant des bottes de paille, en fermant un peu la route, puisque en fait Ron Silver et ses amis découvrent qu'en fait il y a une possibilité de faire une route fermée. Et là ici donc intervient John Francis, un motard, et ici donc on décide d'organiser des courses de moto. Dans les années 30, on va organiser des courses de moto. Mais le circuit ici va servir pendant la guerre de champ d'entraînement et donc va être endommagé. Donc en 1946, on décide de construire un circuit permanent. Ici en 1946, donc un circuit construit d'une taille d'1,2 km, correspondant à pas de rockilband avec épingle de Ritz et virage de bottom, qui relie donc. Pour l'instant, donc vous voyez, on n'a pas encore les stands. Ces stands-là, en fait, seront construits un peu plus tard, en 1956, lorsque la course, en fait, après avoir accueilli des courses de Formule 3, décide d'accueillir la Formule 1. Donc les stands actuels, en fait, sont encore dans leur jeu.
C'est aussi pour ça que, notamment, la Formule 1 va abandonner le circuit. Les stands ne sont carrément plus aux normes, parce que c'est des stands déjà en épi, et non pas droits. C'est particularité du circuit. La voie des stands est extrêmement étroite, et restera toujours, et toujours. Une piste très étroite, très vallonnée, contrairement à Silverstone qui est très plate, proposant un vrai défi avec de nombreux virages. Pour l'instant, ça reste encore une piste courte, moins de 2 km, ce qui correspond à l'heure actuelle au circuit Indy. En fait. Donc, le circuit actuel, en fait, il va venir avec le Daily Memorial Trophy, qui est une course de Formule 1, dans les fin des années 50, puis dans les années 60 avec la Race of Frenchmen, ici, qui a lieu. Donc, en fait, on organise 2 courses en championnat, pour une au début de l'année, une à la fin de l'année, pour débuter et conclure la saison. En fait, Brands Hatch, c'est un circuit qui tourne, notamment grâce à John Francis et son nouvel acolyte du Motor Company Development, John Webb, qui sera longtemps l'homme de Brands Hatch. Donc en 64, en fait, finalement, le Grand Prix de Formule 1 se déplace ici. On a allongé la piste, on a notamment fait avec la section de Hawthorne, Dingle Bell, ici les Sterlings également comme virage, donc une version rapide ce circuit un peu. C'est un caractère plus rapide. Ce circuit, on voit vraiment prospérer avec de nombreuses disciplines. En fait, Brands Hatch, ce qu'il faut savoir, c'est que ça accueille à peu près tout. Brands Hatch, ça va de la bicyclette, du roller, jusqu'aux courses de camions, à l'heure actuelle. Donc, y compris dans les années 70, donc ça prospère, ça devient vraiment, notamment en 76, avec un Grand Prix épique où James Hunt va couper par le circuit Indy pour rejoindre les stands, sera disqualifié. Plusieurs incidents comme ça. En 71, malheureusement, on déplore la mort ici de Joseph Siffer, écrabouillé sur brûlé sur sa voiture. Ouais. Mais pourtant, c'est un circuit qui est moins dangereux que Silverstone. Et ici, donc, en 78 notamment, on aura également l'IndyCar. L'IndyCar prend une de ses seules courses européennes ici, et ça sera surtout un circuit fétiche pour l'IndyCar, parce qu'il reviendra plusieurs années plus tard, presque 25 ans plus tard. Ici. Donc, nous avons donc un circuit qui prospère, mais qui va subir un premier coup d'arrêt après notamment 1980 qui voit hors championnat la victoire de Desiree Wilson, puisque en fait la Formule 1 commence à se dire on va venir ici uniquement sur un seul circuit en Angleterre, donc ce sera Silverstone et non pas Brands Hatch. Donc l'alternance continue, et là pour l'instant en fait John Webb réussit grâce à ses talents de négociateur à obtenir un Grand Prix d'Europe à Brands Hatch, puisque le Grand Prix de New York est abandonné, donc on va venir une année sur deux, ça sera un Grand Prix d'Angleterre, l'autre année le Grand Prix d'Europe, ce qui provoque ici la colère de Silverstone qui se sent lésé. Donc nous arrivons fin 1985 où des négociations, comme je vous l'ai expliqué, sont entamées pour le contrat des Grands Prix d'Angleterre. En réalité, Brands Hatch est victime de ce qu'on appellera plus tard un contrat d'étranglement en fait. En fait, c'est une idée qui est mise en place par Bernie Ecclestone qui lui vient du BTP, et donc je vais revenir un peu plus tard dans le mois, lorsque je parle de Grand Prix de France. Donc un contrat d'étranglement, pour comprendre le principe très simple en fait, du contrat d'étranglement, c'est je propose une course, un contrat, un montant, que progressivement je vais augmenter en diminuant les avantages aux spectateurs en fait pour faire fuir les gens. Tout simplement ça. Donc c'est ce qui est proposé en fait, plus ou moins comme un Brands Hatch en fait pour 87. Donc effectivement, ils vont partir. Comme je vous ai expliqué ici, donc deux pistes principalement sont en concurrence. Silverstone, le quasi-ovale de vitesse, ici, piste rapide, dangereuse, qui doit se mettre aux normes. Et Brands Hatch, banlieue de Londres, 30 km de Londres, dans la Green Belt de Londres. Très bien situé, au bord de la mer aussi, super bien situé, proche de tout à peu près. L'autoroute est juste à côté, voilà, donc c'est beaucoup moins champêtre que Silverstone. Pourtant, c'est quand même champêtre. Un circuit où tu vois absolument tout, vallonné, avec par contre ce gros problème de Brands Hatch, les rails sont très près, on peut pas trop le modifier du fait qu'on soit déjà dans une zone Natura 2000 d'une part, et d'autre part que les rails sont très près, que c'est un terrain qui est compliqué, ce qui donne un super circuit souvent, parce que franchement, mais alors, Brands Hatch c'est magnifique, on a quand même du vallonnement, on a des lignes droites, on a près de tout, c'est une piste quand même qui est courte, qui permet aux spectateurs de voir. L'autre problème de Brands Hatch, une seule tribune, parce que c'est pareil, on a des tribunes naturelles, sinon c'est très dur de mettre des tribunes sur ce circuit. Ici, c'est dur de l'aménager, il y a un risque d'inondation avec un cas de flotte, parce qu'on a effectivement une cuvette naturelle. Les stands sont une catastrophe, ils sont très étroits, ils sont surtout non modifiables, malheureusement, sur la zone, puisque ici, en fait, il faut savoir que tu vas sinon verser sur l'autre côté de la piste, donc tu ne peux pas, en fait, configuration première de la piste. Voilà, une ligne droite de départ qui n'est pas une ligne droite, qui est un virage en dévers. Les virages sont en dévers.
également. Et un dernier problème, on n'a rien trouvé de mieux que pour solidifier les règles de sécurité à Silverstone que d'avoir l'excellente idée de mettre des traverses de chemin de fer derrière les rails pour les solidifier. Et vous allez voir, ça va avoir ça en importance. Donc 2 hauteurs de rails et non pas 3 hauteurs, ici que c'était souvent le cas. Des murs de pneus mis vite fait à l'arrache qui causeront notamment de graves blessures à Johnny Cicciotto en 1984 quand Johnny Cicciotto ira s'atomiser dans les murs. Voilà. Donc ça, circuit quand même qui est un peu à bout de souffle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers circuits à avoir construit un hôpital. Puisque Brands Hatch, les années 50, construit un hôpital, un centre médical. Donc c'est un circuit qui se voulait très innovant à l'époque et qui était très innovant à l'époque, mais qui là maintenant est vraiment au bout de course. C'est aussi pour ça qu'ils n'auront plus de course à partir de 87. Les travaux sont trop importants. Et ce, malgré la vente de MCD à British American Tobacco, qui pourtant pourra ramener des fonds. Donc, ce week-end du 13 juillet 86 sera donc la dernière. Mais ici, on va faire un événement pour cette dernière. Un vrai événement, puisque 150 000 spectateurs sur le week-end vont se presser pour voir cette course. C'est We Lost the Race à Brands Hatch, il faut vraiment que ça pète. Ici, on arrive donc à la 9e manche du championnat, mi-saison. Donc, avec un contexte de mi-saison, puisque donc on apprend que Guy Ligier se sépare de Renault, puis de toute façon, Renault veut se partir de la Formule 1, sauf s'il trouve un top team pour remplacer donc leur écurie mère. Donc, ici, Guy Ligier a trouvé un accord avec Alfa Romeo, qui en a marre donc d'Ozella, et va s'engager à fournir un moteur 4 cylindres, ainsi qu'un pilote à l'écurie française. Donc ce sera une bataille ensuite entre les deux pilotes français pour savoir lequel, entre Jacques Laffite qui ce jour-là, et donc ce week-end pour être précis, égale le record de Graham Hill de 176 Grands Prix. Mais bon, on verra plus tard qu'il ne le battra pas d'ailleurs. Spoiler. Côté Renault, en fait, McLaren les a contactés puisque McLaren est à la recherche d'un moteur pour remplacer, si possible dès 87, le moteur Porsche, puisque le moteur Porsche leur coûte une fortune pour, en fait, au final, une application minimale de Porsche, puisque c'est Mancho Roger qui finance quasiment tout, c'est eux qui développent le moteur en interne, voilà. Ford amène un nouveau moteur, mais qui ne peut fonctionner qu'à 90% parce que pas encore au point, dans une écurie Haas qui est de plus en plus en difficulté, puisque Béatrice s'est retirée et Karl Haas hésite à financer deux programmes entre Newman Haas aux États-Unis et Haas en Formule 1 pour le peu de résultats que ça a. Et enfin, donc Brabham emmène deux voitures, parce que Brabham emmène la BT54 qui avait signé la policy avec Piquet en 85 pour le Grand Prix d'Europe, et la BT55 qui ne donne toujours pas satisfaction. Donc dans ce contexte, effectivement, donc nous allons voir notamment lors des essais libres un Johnny Dumfries qui va être en haut des temps, 8ème notamment, qui va pas trop mal se défendre en qualification et qui va nous signer la meilleure qualification de sa carrière, ici, en étant 10ème sur la grille. Côté gris, donc les Williams trustent la pole position pour le retour de Frank Williams qui fait son retour dans le paddock, aidé par Patrick Head qui pousse son fauteuil, donc au grand ravissement des Anglais qui sont contents de revoir leur team manager préféré victime donc en mars d'un très grave accident, The Mars 86. Donc ensuite les McLaren ne sont pas trop mal non plus. Ici, René Arnoux signe une 7ème place, ce qui confirme que la Ligier fonctionne très bien. Par contre, côté rayon déception, nous avons Ferrari qui ne fait que 12ème avec Alboreto et Pierre 18ème avec Johansson. Jacques Laffite qui s'accroche avec Keke Rosberg en qualification et qui partira 9ème et ça aura son importance le lendemain. Et enfin, à leur place habituelle, les voitures de fond de grille, c'est-à-dire les Track Speed, les Minardi qui ne marchent absolument pas en cette année 86, et enfin les poubelles roulantes, les Ozella avec un moteur Alfa Romeo vieux de 3 ans, une voiture vieille de 4 ans pour Ghinzani, voilà, donc une écurie qui enregistre notamment pour Allenberg un temps en seconde des premiers. Donc le lendemain, nous allons donc voir ce dernier Grand Prix d'Angleterre, maintenant dans la dernière partie de la vidéo. Donc dimanche 13h ici, donc voilà, les pilotes vont se mettre sur la grille, se placent sur la grille de départ pour ce Grand Prix d'Angleterre 1986. On papote, on discute, Jacques Laffite fait des vannes, voilà, comme souvent.
Nigel Mansell un peu plus tendu, Piquet qui a cassé son turbo le matin aussi, Senna est emmerdé parce qu'il doit changer de voiture, donc il a pris une voiture moins performante, voilà. Donc, une ambiance de grid départ. Donc Jacques Lafitte, pour le présenter un peu, c'est lui qui va égaler ou rebattre le record ce jour-là. Donc Jacques Lafitte est né le 21 novembre 1943 à Paris, c'est le fils d'un célèbre avocat parisien. Donc lui, par contre, pour le coup, ses parents ne veulent pas qu'il fasse de sport automobile, donc il débute sur ses propres moyens, il n'a pas le moyen, il est aidé donc par un certain Henri Giraud qui va l'aider à faire carrière. Mais pour avoir un peu plus de pression sur Jacques Lafitte, je pourrais passer une plombe sur Jacques Lafitte. En fait, je vous invite à aller voir soit la chaîne Dans la boîte à gants, qui est une excellente chaîne de... Ou soit, si vous voulez un format long, ça dure 1 heure, ou sinon, beaucoup plus court, le format que Jules du circuit a fait l'année dernière. Excellent format d'ailleurs. Dessus, voilà, c'est vraiment super intéressant, vous apprenez plein de choses. On voit ce petit format que Jules fait. Donc voilà, donc ici, donc voilà, donc on s'installe sur la grille, le départ va être donné, donc le départ est donné. Et ici, malheureusement, tout se passe mal. Nigel Mansell casse la transmission de sa voiture, donc il se retrouve ralenti au milieu de la piste. Derrière, c'est la panique. Thierry Boutsen tente d'éviter tout cela. Il touche Jonathan Palmer, il touche une roue de Jonathan Palmer, sa voiture est éjectée, part dans le rail, va couper la piste aux voitures derrière du peloton. Donc ici, c'est la panique. Ghinzani s'emplâtre littéralement dans Boutsen. Tandis que Stefan Johansson et Jacques Lafitte est passé à fond pour tenter de profiter pour gagner des places. Stefan Johansson braque très violemment pour éviter la voiture en perdition. Il touche donc la voiture de Lafitte. Et en fait, ici, manque de chance. Jacques Lafitte part à 90 degrés dans le rail. Et surtout, manque de chance, ici, c'est l'endroit où se trouve le pont qui passe sous la piste. Donc en fait, les rails ont été renforcés avec des traverses de chemin de fer afin de pas que les voitures ne percent pas, le rail ne passe pas en bas. Donc la voiture, elle s'enfonce en dessous du rail, ce qui a pour effet de broyer le châssis, d'écraser le châssis, de pulvériser l'axe de roue. Donc vous imaginez les conséquences sur les jambes à ce moment-là. Donc Jacques Lafitte, il reste coincé dans sa voiture, et en fait, mais par chance, Jonathan Palmer, qui a donc touché, comment c'est déjà, Thierry Boutsen, est parti tout droit dans le mur. Donc il accourt tout de suite en courant. Lui qui est médecin, puisque Jonathan Palmer a la particularité d'être un véritable médecin diplômé ayant exercé à l'hôpital avant de piloter. Donc il va voir son ami. Et Sid Watkins qui était derrière met un grand coup de patin avec la voiture de secours, mais également, autre chance, l'ambulance est juste à côté en fait. L'ambulance est juste à côté, donc en fait, on va s'occuper très bien de Jacques Lafitte à ce moment-là, vous allez voir. Donc voilà, très bien et pas bien en même temps. Donc Jacques Lafitte, il se plaint vraiment d'une douleur aux jambes et au bassin, il n'arrive pas à bouger. Donc une foule de policiers entoure rapidement la voiture pour éviter que les badauds se pressent, ou que les personnes se pressent, ce qui empêche notamment Gérard Larousse et les mécaniciens d'intervenir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore à cette époque, l'usage, en cas d'accident, les mécanos des équipes venaient avec une scie, avec du matériel une pince notamment, pour pas désincarcérer, parce qu'on n'avait pas de ce qu'il fallait, souvent. Donc ici, Watkins et Palmer interviennent, aident notamment avec également les médecins pour intervenir, pour soigner Jacques Lafitte. Et on autorise au bout d'un moment Daniel Vizier, mécanicien chez Ligier, à intervenir. Donc lui, il va aider, il va donner les instructions comment découper le châssis, ça va prendre plus d'une demi-heure. Ce qui est très long. Jacques Lafitte, au bout d'un moment, d'ailleurs, il perd un peu conscience, il commence à devenir cireux. Donc, Jacques Lafitte est évacué vers l'hôpital, on va donner un second départ. On apprend très rapidement que Jacques Lafitte a les pieds pulvérisés par l'accident. Il s'est pulvérisé littéralement 50 morceaux les pieds. Il s'est explosé les chevilles. Il a plusieurs fractures au tibia péroné. Il a également des fractures au bassin, donc pour une 50aine de fractures. Il a. Donc ça va le tenir très très longtemps éloigné. Voilà, donc ainsi, Jacques Lafitte notamment, malheureusement, ne bat pas le record de Graham Hill. Donc derrière, en fait, on a les pilotes Ocella qui ne pourront pas reprendre le départ, Christian Danner qui ne pourra pas reprendre le départ, plusieurs pilotes. Donc on va faire un nouveau départ à 22 voitures. Jacques Lafitte, lui, ne veut pas être soigné par les médecins anglais, parce qu'il estime que c'est Émile Letournel qui pourra mieux le faire. Émile Letournel, malheureusement, étant en Moyen-Orient pour donner une série de conférences et de cours. Donc il n'est pas disponible. Donc il préfère être plâtré, donc on va le plâtrer, on l'évacue vers Paris, et finalement le 29 juillet il sera donc opéré, Jacques Lafitte, de ses fractures. Émile Letournel fera des miracles, puisque Jacques Lafitte réussira à repiloter en tourisme, comme Johnny Cecotto, l'autre grand blessé de Brands Hatch, finalement. Voilà. Brands Hatch, en fait, à l'avenir, ensuite, il va connaître finalement un peu une descente,
puisque en 88, il y a l'énorme accrochage en Formule 3000 sur lequel je reparlerai un peu plus tard dans l'année, où Johnny Herbert lui aussi se pulvérise les jambes. Ça met en question la sécurité de ce circuit, qui dans les années 90 va vraiment perdre. Avant d'être acheté par Jonathan Palmer au début des années 2000, et là, on manque d'accueillir de nouveau le Grand Prix de Formule 1, mais le projet échoue. Et Brands Hatch, à l'heure actuelle, c'est accueillir les Jeux Paralympiques, c'est toujours une référence en Angleterre, c'est un super circuit, mais qui n'est plus adapté donc à la Formule 1 à l'heure actuelle. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo GP. Pense à vous abonner, ça vous a intéressé, à commenter, n'hésitez pas donc à liker, à partager aussi, c'est super intéressant. Je remercie les derniers abonnés, franchement je suis à presque à 30 abonnés, merci, parce que j'ai gagné 20 abonnés en 3 mois, c'est... Voilà. Donc au revoir, et puis bon Grand Prix d'Angleterre, et j'espère qu'il s'est bien passé.